une philosophie marxiste du langage intervient dans une discussion sur, au départ, la linguistique. J'étais professeur de linguistique à l'université de Nanterre, j'ai enseigné la linguistique pendant plus de 30 ans. Et au fur et à mesure que j'enseignais cette discipline, je me suis posé de plus en plus de questions sur le caractère réellement scientifique de la science du langage et sur les présupposés philosophiques que ça impliquait. Et donc il y a un premier adversaire philosophique contre lequel ma philosophie marxiste du langage est écrite, c'est Chomsky, c'est-à-dire le programme de recherche linguistique dominant à l'échelle mondiale. Alors c'est un peu paradoxal parce que, comme on sait, Chomsky a des opinions politiques de gauche, voire d'extrême gauche, que j'approuve totalement, mais il a aussi des présupposés philosophiques à sa science linguistique qui sont pour moi difficilement acceptables. Par exemple, une forme de matérialisme réducteur qui réduit les phénomènes linguistiques à des choses qui arrivent dans ce qu'il appelle the mind-brain, c'est-à-dire l'esprit, le cerveau-esprit, et d'autre part une forme d'idéalisme un peu ancien, c'est-à-dire l'innéisme, le langage étant pour lui totalement inné, et l'apprentissage jouant fort peu de rôle. Donc ça, c'est mon premier ennemi philosophique, si vous voulez. Il y a ensuite un ennemi proprement philosophique, qui est Habermas. Il y a eu un moment où tout le monde a cru, moi y compris, que Habermas était un grand philosophe. Enfin, c'est un grand philosophe, mais il y a eu un moment où beaucoup d'entre nous ont cru que sa pragmatique généralisée était un moment philosophique incontournable. C'est le moment en gros qui a commencé en 89, c'est le moment du néolibéralisme triomphant et le moment de l'éclipse du marxisme. Bien entendu, plusieurs guerres impérialistes plus tard et une crise majeure du capitalisme, il est difficile de soutenir les mêmes idées. Et donc mon ennemi philosophique, c'est aussi les formes d'irénisme habermasien dans sa théorie de l'agir communicationnel. L'irénisme, ça veut dire qu'en réalité, toute la coopération linguistique est fondamentale et que c'est l'origine de ce qui fait de nous des hommes, c'est-à-dire une activité de communication coopérative à l'aide du langage. Alors contre ça, contre l'un et l'autre de ces deux ennemis, il m'a paru indispensable de revenir au marxisme et d'essayer d'élaborer une philosophie marxiste du langage pour laquelle il y avait assez peu de tradition. Et il y avait en gros un seul livre, mais un livre extrêmement important qui avait pour titre une philosophie marxiste du langage, c'est le livre de Voloshinov, publié en France sous le nom de Bakhtin, et sur lequel je me suis beaucoup appuyé, mais j'ai essayé de construire cette philosophie en utilisant d'autres apports que ça, et en particulier les apports qu'on peut trouver à la fois dans l'œuvre de Gramsci, le célèbre marxiste italien, et puis dans l'œuvre de gens qui ne sont pas ou pas directement des marxistes, c'est-à-dire Deleuze et Guattari. Alors, dans le cas du programme de linguistique scientifique de Chomsky, mais aussi plus généralement des idées dominantes en linguistique, ça implique en fait une philosophie du langage qui exclut de la considération scientifique la plus grande partie des phénomènes qu'on entend nous sous le nom de langage. C'est-à-dire que la science linguistique est fondée sur ce qu'on appelle le principe d'immanence, c'est-à-dire que pour parler scientifiquement du langage,
il ne faut pas considérer autre chose que des phénomènes de langage. Ce qui veut dire que tout contact entre les phénomènes de langage et ce qu'on peut appeler en général le monde est exclu par une forme d'abstraction. Alors ce n'est pas nécessairement une mauvaise abstraction, mais en réalité ça coupe le langage et de son attache corporelle, mais aussi de son attache sociale et de son attache historique. Et dans ce domaine-là, il faut la philosophie marxiste du langage, c'est ce qui nous permet d'envisager la totalité des phénomènes qu'on entend sous le nom de langage. Donc mon objectif, c'est de récupérer la totalité de ces phénomènes et de remettre les phénomènes langagiers dans la société, dans l'histoire et dans leur insertion corporelle. Vis-à-vis d'Habermas, ce que la philosophie marxiste du langage permet de faire, c'est de réintroduire l'idée que le langage ne sert pas uniquement à la communication coopérative, mais qu'il sert aussi à la lutte. C'est-à-dire d'introduire contre l'irénisme habermasien ce que j'ai appelé une agonistique, c'est-à-dire une étude du langage en tant qu'il est vecteur de force, forme de placement et l'occasion de lutte et de conflit. En quelque sorte, ici le marxisme, qui est une pensée de la lutte des classes, nous aide à comprendre ce que c'est qu'une lutte linguistique. Et mon point de vue, c'est qu'en quelque sorte, l'irénisme habermasien, c'est quelque chose qui serait valable d'un point de vue eschatologique, c'est-à-dire du point de vue des fins dernières, comme une forme de communisme langagier, mais qui ne peut pas se trouver ni à l'origine du langage, ni pour expliquer le fonctionnement du langage dans une société qui est une société fondée sur des conflits. D'abord, quand on est marxiste et pas forcément linguiste, les phénomènes de langage ont une importance extrêmement grande. C'est ce qu'on appelle la lutte idéologique. La chose n'a pas échappé à l'adversaire de classe, lequel est extrêmement préoccupé des phénomènes de langage et emploie des armées de spécialistes pour traiter ces questions. Ça va des médias aux universitaires, etc. Et donc il y a une urgence politique à concevoir le fonctionnement du langage et son utilisation dans les luttes. Et après tout, la politique, si on remonte à Aristote, et si on ne veut pas remonter à Aristote, on peut passer par Rancière plus récemment, la politique, c'est quelque chose qui est affaire de langage. L'homme est un animal politique en tant qu'il est un animal parlant. Ça, c'est le début de la politique d'Aristote. Et donc, il est important d'essayer à la fois de mener de façon consciente la lutte idéologique qui concerne le fonctionnement du langage et d'essayer dans ce champ-là de proposer des concepts issus du marxisme. Par exemple, j'ai essayé de proposer des concepts de formation linguistique, concepts élaborés à partir du concept marxiste de formation sociale. Qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle une langue? C'est une formation linguistique, c'est-à-dire un état conjoncturel de conflit linguistique à l'intérieur d'une communauté donnée. J'ai aussi essayé d'élaborer un concept de conjoncture linguistique qui est calqué sur le concept de marxisme de conjoncture et de moment de la conjoncture linguistique. Alors ça, c'est l'apport propre de l'essai de Lénine sur les slogans, dont Deleuze et Guattari ont fait grand usage dans Mille Plateaux, qui essaie de penser en fait l'efficace
du slogan juste dans un moment important de la conjoncture. Et pour lui, c'est le moment en 1917 où le slogan tout le pouvoir aux soviets n'est plus d'actualité, donc n'est plus efficace dans la conjoncture, et qu'il faut trouver un nouveau slogan qui va avoir une efficace sur les masses et qui va permettre à la révolution de se déclencher. Et donc il y a un besoin en quelque sorte d'un certain nombre de concepts issus du marxisme. Alors pour reprendre par exemple le concept de formation linguistique, et ça c'est en liaison avec ma pratique d'enseignant de l'anglais à l'université pendant plus de 30 ans, j'ai fini par me demander ce que j'enseignais, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par l'anglais. Alors on entend par l'anglais, pour les besoins de la pédagogie, un certain nombre de phénomènes grammaticaux qui sont inscrits dans des grammaires. On entend un dialecte qu'on appelle l'anglais standard, dont les occurrences respectent les règles inscrites dans ces grammaires. Et quand on débarque dans un pays anglophone quelconque, on se rend compte que 90% de la population parle un autre anglais que ça, ou des autres anglais. Et que donc l'anglais dit standard, en un sens, n'existe pas. Ou plutôt, s'il existe comme une forme, un des dialectes, mais alors ce qui existe, ce sont l'immense variété des dialectes. Il y a maintenant ce qu'on appelle des New Englishes, c'est-à-dire des nouveaux anglais qui surgissent dans les pays du Commonwealth, qui sont maintenant séparés politiquement, mais aussi linguistiquement de la métropole. Il y a des dialectes régionaux. Si vous vous baladez dans la banlieue de Glasgow, il est probable qu'avec l'anglais standard, vous ne comprendrez pas grand-chose à ce que les autochtones vous disent. Il y a des dialectes de génération. Il y a ce qu'on appelle the estuary English, c'est-à-dire une forme de prononciation de l'anglais qui avait influencé jusqu'à la princesse Diane et qui rend et qui s'écarte phonétiquement assez fortement de l'anglais standard. Donc vous avez une multitude d'anglais. Ce qui veut dire que l'anglais tel que je l'ai enseigné, l'anglais standard, qui est une coupe d'essence synchronique sur un anglais situé au début du XXIe siècle, à la fin du XXe, cet anglais-là, en quelque sorte, n'existe pas. Alors ma formulation sur ce point, c'est que l'anglais n'existe pas, mais il insiste. Alors il n'existe pas parce que ce qui existe, c'est l'immense variété des dialectes qui forment une formation linguistique, mais il insiste parce qu'il y a dans cette formation linguistique une variété qui est en position dominante parce qu'elle est grammaticalisée, parce qu'elle est appuyée par des institutions scolaires, le British Council qui a un développement mondial, la BBC et ainsi de suite. Et ça permet de comprendre en quelque sorte la formation linguistique comme le lieu d'une contradiction et d'une lutte entre un dialecte dominant et une multitude de dialectes qui le subvertissent de façon plus ou moins consciente. Et c'est ici que le marxisme m'est utile, parce que c'est le marxisme précisément qui me permet de penser ça en termes de contradiction. Bien entendu, il n'est pas sûr que la littérature d'avant-garde ait une efficace politique extrêmement grande. S'il y a de la politique dans le langage, c'est d'abord par une utilisation du langage sous la forme de mots d'ordre et de slogans, c'est-à-dire de façon délibérément consciente, de façon à animer les masses et les mettre en mouvement. Donc il y a, alors on appelait ça autrefois la propagande, les slogans, les mots d'ordre, c'est le terme que Deleuze et Guattari utilisent pour les slogans léniniens. Il y a aussi nécessairement une politique du langage, c'est-à-dire qui est une politique
des langues nationales et des rapports entre les langues nationales et les langues régionales. Il y a des luttes politiques pour le langage. Je ne sais plus qui a dit qu'une langue c'était un dialecte pourvu d'une armée, ce qui veut dire qu'il y a un champ politique dans lequel lutter pour le langage et par le langage est d'une importance vitale. Pour prendre un exemple récent, le nationalisme corse, lorsqu'il s'est développé autour de la question linguistique, c'est-à-dire revendiquer le corse comme une langue nationale séparée des autres, ce qui, en l'occurrence, linguistiquement, n'a pas grand sens, puisque le corse est un dialecte italien et n'est pas si différent que ça ou bien de l'italien standard ou bien du toscan. Mais politiquement, il y a un surinvestissement de la langue corse à des fins politiques pour créer une nation. Une nation, c'est, selon la définition de Benedict Anderson, une communauté imaginaire. La langue est le lieu de cette communauté-là. Cela étant, dans la situation de la multiplicité et la diversité des dialectes et de leur lutte, pas toujours antagonique, mais quelquefois antagonique dans le cas d'une revendication de type national, il y a effectivement des possibilités qui s'ouvrent à la littérature, alors qui ne sont pas directement politiques, mais qui sont politiques au sens le plus large, c'est-à-dire en quelque sorte, la littérature a une responsabilité vis-à-vis du langage qui est à la fois d'être consciente de l'état de la formation linguistique et de la représenter ou de la refléter, mais aussi peut-être d'être consciente de ce qui, dans cette formation linguistique, sépare le sédimenté, c'est-à-dire ce qui relève du passé, le conjoncturel, c'est-à-dire ce qui est l'état présent de la formation linguistique, mais aussi l'émergent, ce qui annonce quelque part le futur. Et donc il y a dans ce rôle politique au sens le plus large du terme une responsabilité de la littérature que les avant-gardes littéraires ont toujours cherché à incarner, ce qui explique à la fois les convergences entre les avant-gardes littéraires et les avant-gardes politiques, et aussi la nécessaire incompréhension entre les deux. Je pense par exemple aux surréalistes et au Parti communiste français dans les années 20 et 30, mais ceci s'est répété. Si on parle du groupe tel quel, comme on sait, il a eu un moment de flirt avec le Parti communiste qui s'est mal terminé, comme toujours. Il y a donc en fait entre la littérature d'avant-garde et la politique au sens des organisations politiques, à la fois une forme de convergence et un malentendu nécessaire. Mais sur le fond de faire de la littérature qui soit de la littérature véritable, c'est exercer une fonction politique au sens le plus large du terme, c'est-à-dire une fonction qui fait que l'auteur de littérature est conscient de la temporalité multiple du langage, le sédimenté, le conjoncturel et l'émergent. Alors, est-ce que un exemple de ça serait un auteur qui pratique ça de façon entièrement consciente? Et là, on pourrait trouver ça dans des textes dits expérimentaux, c'est-à-dire des textes qui utilisent de façon délibérément le langage pour faire émerger ce qui doit émerger dans la conjoncture. Alors pas ce qu'on appelle ici les écrivains réalistes, pas les romanciers réalistes,
mais plutôt des poètes ou des écrivains modernistes. Alors je pourrais développer ça à propos par exemple de Joyce. Et si on évite le moment conscient, en quelque sorte métalinguistique de l'écrivain qui sait exactement ce qu'il fait vis-à-vis du langage, prenez le roman de Mary Shelley, Frankenstein, lequel a un rapport à la conjoncture historique et au langage qui s'y déploie, qui montre une conscience de ces phénomènes. Sur Joyce, il y a à la fois une conscience de la tradition linguistique et littéraire dans ce qu'elle a de plus sédimenté. Comme vous savez, l'Ulysse est une réécriture d'Homère. Et en même temps, il y a une volonté de traduire cette tradition littéraire dans le langage de la conjoncture historique dans laquelle il écrivait, hein, c'est-à-dire une journée dans la vie de Léopold de Bloom, petit bourgeois dublinois, situé dans un moment précis de l'histoire. Et en même temps, il y a une volonté d'ouvrir à des formes de langage, des formes d'expression qui sont inouïes dans la conjoncture ou qui sont en avance sur la conjoncture linguistique. Je pense par exemple au célèbre monologue de Molly Bloom qui est la dernière séquence d'Ulysse. Donc vous avez dans Ulysse ces trois aspects. Et alors ça n'est pas, si vous voulez, une intervention directe dans la politique de la société. Ça n'est pas Joyce n'est pas un écrivain politique. Encore que, si on suivait Deleuze et Guattari, on se souvient qu'ils disent que Kafka, dans leur livre sur Kafka, est un écrivain politique, parce qu'il présente un certain nombre de caractéristiques de ce genre. Mais chez Joyce, il y a une sorte non seulement de réalisme langagier, mais de conscience de la stratification linguistique dans toute formation linguistique et dans une conjoncture linguistique. Et donc les concepts inspirés du marxisme de formation linguistique, de conjoncture linguistique et du moment de la conjoncture servent aussi à comprendre comment fonctionne la littérature. Alors le concept d'agencement collectif d'énonciation chez Deleuze et Guattari, c'est une façon de régler son compte au concept traditionnel de sujet. Il y a chez Deleuze est un de ces philosophes qui ont le plus radicalement renoncé au concept traditionnel de sujet, c'est-à-dire de centre de conscience, de responsabilité et d'action, avec ce face-à-face entre le sujet et l'objet sur lequel la tradition philosophique occidentale s'est construite. Dire qu'un énoncé n'est pas produit par un sujet, fût-ce un sujet d'énonciation, mais par un agencement collectif d'énonciation, c'est sortir définitivement de ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire l'idée que les phénomènes collectifs sont en fait des compositions de phénomènes individuels, la société n'existant pas selon la célèbre formule de Mrs. Thatcher, mais étant en réalité une collection de conduites rationnelles par des individus qui se compensent, qui se composent et qui finissent par produire des effets. Alors ça, je ne sais pas si ça marche dans le domaine de la sociologie ou de l'économie, ou plutôt j'ai l'impression que ça ne marche pas. C'est bien parce que je suis marxiste, mais en tout cas je suis sûr, et ça c'est mon domaine, que dans le cas du langage ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le langage est un phénomène social qui ne peut pas être réduit à la composition de décisions rationnelles de locuteurs individuels. Et donc prendre l'énoncé par le biais d'autre chose que le locuteur individuel, c'est effectivement tenir compte du fait que
le langage est un phénomène social. Il faut d'ailleurs être honnête et dire que au fondement de la linguistique scientifique, c'est-à-dire Saussure, il y avait déjà une forte conscience de ce fait. C'est la différence entre Saussure et Chomsky, et la raison pour laquelle Chomsky est une régression par rapport à Saussure, c'est qu'il passe de la dichotomie saussurienne bien connue entre langue et parole. La langue, c'est le système, alors qui est un système collectif, qui n'est pas qui doit être approprié par chaque locuteur, mais qui ne dépend pas des décisions du locuteur individuel. Et la parole, c'est-à-dire cette appropriation et cette pratique, passer de ça, langue-parole, à l'opposition chomskienne entre compétence et performance, c'est remettre le social à l'intérieur de l'individu, puisque la compétence, c'est ce que mon mind-brain, mon cerveau-esprit porte, et la performance, c'est ce que j'en fais en tant que locuteur individuel. Donc le concept deleuzien d'agencement collectif d'énonciation, il a d'abord cet avantage de nous sortir de la philosophie du sujet. Et je vous rappelle qu'Althusser disait que le concept de sujet, c'est la catégorie idéologique fondamentale. Donc on sort de cette catégorie idéologique. Alors le second avantage de la conception du concept deleuzien d'agencement collectif d'énonciation, c'est de nous faire comprendre comment fonctionne ce que la tradition marxiste appelle l'idéologie. Et l'idéologie, c'est un terme que Deleuze et Guattari refusaient totalement. Et en un sens, leur concept d'agencement collectif permet de dépasser ce concept, ou plutôt de le contourner. Un agencement collectif d'énonciation, c'est en fait un mixte d'idéalité et de matérialité. Dans un agencement collectif d'énonciation, il y a des corps, il y a des... alors, il donne l'exemple canonique qu'il donne, c'est l'agencement féodal. Donc il y a des corps, il y a des châteaux, il y a des chevaliers, il y a des chevaux, et il y a des lances, il y a des armures, etc. Il y a des objets matériels. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi des objets idéels, c'est-à-dire il y a des poèmes d'amour courtois, il y a des lois, il y a des coutumes, il y a des énoncés, des discours qui se tiennent. Et l'agencement collectif d'énonciation, c'est tout ça à la fois. Et ça permet en fait de comprendre comment un énoncé, quel qu'il soit, a un aspect matériel et un aspect idéal étroitement mélangés. Et c'est pas si loin ça, quoi qu'ils en disent, de la conception althussérienne de l'interpellation du sujet par l'idéologie, parce que la conception althussérienne de l'interpellation du sujet, elle part de phénomènes qui ont aussi leur existence matérielle, c'est-à-dire que ça commence dans des institutions, ce qu'il appelle des appareils idéologiques d'État, lesquels ont des aspects matériels, des bâtiments, des fonctionnaires, etc. etc. Ça passe par des rituels, ces rituels sont nourris par des pratiques, et à cette chaîne d'interpellation, j'ai ajouté des actes de langage, c'est-à-dire des discours, des pratiques s'exprimant dans des discours, lesquels interpellent des sujets à leur place. Ça nous permet de comprendre l'agencement collectif d'énonciation, ça nous permet de comprendre à la fois comment on produit des sujets, qu'est-ce qui produit du discours, et comment, en fin de compte, on a des locuteurs, enfin eux ils ne parlent pas de sujet, mais Althusser, lui, a un concept de sujet en fin de chaîne. L'idéologie étant pour Althusser ce qui interpelle des individus en sujet. Et ça permet aussi de comprendre comment, où se situe par exemple la littérature, c'est-à-dire à l'intérieur d'un agencement collectif d'énonciation. Et quand on parle d'un texte littéraire, par exemple, en fonction, en l'analysant à l'aide de ce concept, on va s'intéresser à son origine matérielle, et aussi à ses origines génériques, et à ses
manifestation langagière, c'est-à-dire une forme d'analyse de la littérature globale dont on trouve dans la tradition anglaise et dans le marxisme anglais quelque chose d'approchant chez un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Raymond Williams, ce grand marxiste anglais qui était à la fois spécialiste de la théorie de la culture et des médias et professeur de littérature à l'université de Cambridge, et qui a toute sa vie fonctionné avec un concept qui apparemment pour un marxiste a une forme un peu curieuse qu'il appelle une structure de sentiment, a structure of feeling, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui est structuré, donc articulé par des discours, et qui en même temps implique de l'affectif, de l'émotionnel. Et il décrit en quelque sorte les œuvres littéraires comme ce qui inscrit et ce qui développe des structures de sentiments, avec les possibilités de... Et les structures de sentiments, elles ont des aspects sédimentés, des aspects traditionnels, elles ont des aspects de conjoncture, mais aussi elles ont des aspects de capture de phénomènes culturels émergents. Le concept de pluriaccentualité chez Voloshinov, ça suppose qu'il n'y a pas d'énoncé qui soit l'expression d'une seule voix. C'est un concept qui est voisin du concept bakhtinien de dialogisme. C'est-à-dire qu'il y a dans tout énoncé un rapport à d'autres énoncés qu'il reprend, même s'il ne les cite pas explicitement, mais qu'il reprend vis-à-vis duquel l'énoncé se situe, ce qui fait que dans chaque énoncé, vous entendez nécessairement plusieurs voix. Et ces voix, ce sont des voix, pas des voix individuelles, ce sont des voix collectives. Et donc chaque énoncé, en fait, comporte une stratification de discours sociaux qui se tiennent dans la conjoncture linguistique et qui s'inscrivent et qui se sédimentent à l'intérieur d'un énoncé. Et ça c'est un concept important parce que ça permet de comprendre pourquoi tout énoncé est l'objet d'un conflit interne entre ce qui peut se dire, ce que ne veut pas vraiment se dire, mais qui doit se dire qui doit se dire quand même, mais pas n'importe comment. Et ça indique que le sujet locuteur, puisque la linguistique est fondée sur l'idée qu'il y a un sujet d'énonciation qui s'exprime, est en fait quelque chose qui est l'effet d'une pluralité de discours. Et ça permet en fait de guider en quelque sorte l'analyse idéologique de tout discours. C'est-à-dire ça permet au marxisme de comprendre la stratification des discours à l'intérieur d'un discours unique. Est-ce que le marxisme réellement existant prend conscience de ça? Oui et non, ça dépend à qui on s'adresse. Il ne faut pas s'attendre à ce que dans le quotidien de la lutte politique, le dirigeant marxiste ait une conscience extraordinairement aiguë de la stratification du langage. Néanmoins, il aurait intérêt à en être conscient. Alors du point de vue des dirigeants marxistes, il y en a eu au moins un qui était extraordinairement conscient de ça, c'était Gramsci. Vous me direz, il avait été emprisonné par Mussolini, donc il avait beaucoup de temps à consacrer à ça. Mais finalement, cet intérêt du dirigeant marxiste pour le langage n'est pas si rare que ça. Je pense à l'intervention par ailleurs désastreuse de Staline dans les problèmes linguistiques, dans son célèbre article à propos du marxisme en linguistique, qui était une intervention directement politique
dont j'ai essayé de montrer, je ne suis pas d'ailleurs le seul ni le premier, que en réalité elle était linguistiquement réactionnaire. Mais c'était une idée que il fallait intervenir dans la linguistique. Alors ça reflétait le fait que l'URSS était une union de peuples parlant des langues extrêmement différentes et qu'il y avait nécessairement une politique linguistique à mener. Et l'intervention de Staline traite probablement dans une forme de normalisation et de domination par le russe, standard, qui mettait fin à la fois à une hérésie linguistique et celle de Marx, qui avait des idées qui le faisaient ressembler plutôt à un fou littéraire, mais qui en même temps avait permis une étude précise de la multitude des langues, autochtones des peuples de l'URSS. La comparaison, c'est en 1925, les linguistes soviétiques étaient occupés à trouver des alphabets et des grammaires pour les langues autochtones innombrables. Et à la même époque, les États-Unis ont détruit toutes les grammaires de la langue parlée dans l'île de Guam, sur laquelle ils avaient installé une de leurs bases. Et donc, il n'est pas sûr que le marxisme établi ait prêté beaucoup d'attention, ou suffisamment d'attention à ces questions. Dans certains cas privilégiés, il l'a fait. Mais par exemple, ça serait intéressant de voir ce qu'Althusser pensait en matière de langage. Et la réponse est double. D'un côté, il ne semblait pas en penser grand-chose, puisqu'il y a très peu d'allusions dans son œuvre au langage. Et en même temps, il avait visiblement importé le structuralisme linguistique qui était dominant à l'époque dans sa forme de pensée, ce qui justifiait son anti-égalisme profond. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, il n'y avait pas d'utilisation du concept, d'utilisation cohérente du concept de contradiction dialectique. Et ça a des effets sur et le langage et la politique linguistique. C'est-à-dire, en fait, une de mes critiques marxistes à l'égard de la philosophie dominante du langage porte sur le concept de synchronie. Une étude linguistique traite la langue en synchronie, c'est-à-dire comme une sorte de coupe temporelle à un moment donné qui aplatit les différentes strates et qui coupe le langage de sa dimension historique. Alors en face de ça, vous trouvez chez Deleuze et Guattari l'idée que la langue n'est pas un système, ou plutôt est un système de variation continue. Donc de variation continue, ça réintroduit l'idée qu'il y a une histoire de la langue et que l'histoire de la langue est chose importante. Il y a une connexion en particulier avec l'œuvre de Raymond Williams, sur lequel j'ai pas mal travaillé et qui m'a influencé, et en particulier ce concept que j'évoquais de structure de sentiment. Mais Raymond Williams est un des marxistes anglais qui était le plus ouvert au marxisme européen. C'était quelqu'un qui lisait. Alors c'était naturellement un ennemi théorique d'Althusser. Pourquoi ? Parce que Raymond Williams était un historiciste, il était beaucoup plus proche de Gramsci que d'Althusser. Cela étant, dans le cas de la philosophie du langage, cet historicisme a un certain nombre d'avantages. C'est-à-dire que le programme d'études linguistiques de Williams, c'était ce qu'il appelait une sémantique historique, qu'il a développé dans un petit livre qui s'appelle Keywords, les mots-clés, dans lesquels il se livre alors ce n'était pas un linguiste, ça n'est pas
ça n'est pas de la sémantique au sens où les linguistes entendent ça, dans lequel il se livre à il refait la sédimentation historique des sens des principaux termes de notre culture et de notre politique. Et ce programme-là de sémantique historique est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Et donc il y a entre ces études culturelles et ce que Williams appelait le matérialisme culturel et ce que j'essaye de développer, il y a effectivement un lien. C'est-à-dire qu'une philosophie du langage telle que je la conçois défend l'idée que le langage est un phénomène matériel, un phénomène social, un phénomène historique, un phénomène politique. Et là, on est en gros dans le champ couvert par les études culturelles, tout au moins ces études culturelles dont l'origine est dans une forme de marxisme. Puisque finalement, ce qu'on appelle cultural studies, ça a été fondé par des marxistes anglais, William Stuart Hall et quelques autres, mais une fois émigré aux États-Unis, c'est devenu quelque chose de totalement différent. Je ne suis pas sûr. Euh, il y a, comme vous savez, un rapport de Derrida au marxisme, puisqu'il a écrit ses spectres de Marx. Je suis tous ces auteurs de ce qu'on appelle la French Theory, en fait, relèvent de ce que j'ai appelé le paramarxisme, c'est-à-dire pas un rapport critique, quelquefois extrêmement lointain et quelquefois dénié au marxisme. Que vous preniez Deleuze et Guattari, enfin Guattari lui se déclarait marxiste, et il y a une phrase où Deleuze dit Félix et moi avons été marxistes, même si dans le cas de Deleuze c'est plus difficile à croire. Foucault qui a éclaté en sanglots en apprenant la mort de Staline est devenu un anticommuniste féroce, mais un certain nombre de ces écrits, de ces séminaires ont un rapport au marxisme. Bourdieu n'était pas marxiste, mais c'est probablement parce qu'il était trop proche pour se déclarer marxiste. Et on peut décliner ça sur à peu près tous les théoriciens, tous les membres de ce qu'on appelle la French Theory. Et donc il y a, si vous voulez, quelque chose pour un marxiste, le marxiste que je suis, à la fois une nécessité de lire tous ces auteurs et d'en tirer ce que je peux en tirer. Il se trouve que ceux qui sont les plus proches de mes centres d'intérêt, c'est Deleuze et Guattari, et en particulier Deleuze et Guattari de Mille Plateaux. Et alors je ne suis bien sûr pas le seul à essayer de défendre une interprétation, une lecture marxiste de Deleuze et Guattari. Il y a maintenant le travail de Guillaume Sibertin-Blanc qui a travaillé sur l'Anti-Oedipe et Mille Plateaux et qui à sa façon qui est pas exactement la même que la mienne, fait le même genre de travail. Donc il y a effectivement de quoi faire. Mais il me semble que c'est la caractéristique d'une pensée marxiste que d'être capable d'accueillir et de travailler sur les pensées nouvelles qui surgissent dans la conjoncture. Et on a eu la chance, j'appartiens à une génération qui a eu la chance inouïe de se situer dans une conjoncture théorique extrêmement riche. Alors, vous parliez de Jacques Lacan. Il y a deux moments dans le travail de Lacan. Il y a un moment où Lacan est linguiste, où il fait ce qu'il appelait de la linguisterie. Et ce moment-là ne m'est pas indifférent parce qu'il y a des concepts et des analyses dans les écrits de Lacan, et en particulier ceux qui concernent le langage, qui sont directement intéressants pour moi. Alors pas nécessairement dans une optique explicitement marxiste. Par exemple, il me semble que si on veut comprendre comment fonctionne le sens d'un énoncé, le concept de point de capiton
qu'il a utilisé est un concept essentiel. Hein. L'idée, c'est que quand on entend un énoncé, on se construit une interprétation petit à petit, mais que cette interprétation ne devient une compréhension qu'à un moment donné qui est le point de capiton, c'est-à-dire le moment où tout d'un coup la phrase fait rétrospectivement sens. C'est donc ça qu'il voulait dire. Et l'exemple que j'utilise pour montrer ça, c'est un exemple, puisque j'enseigne l'anglais, un exemple anglais, c'est le début d'un proverbe qui est pride, l'orgueil, comes, vient before, avant, et puis là, à ce moment-là, on attend le point de capiton qui est pride comes before a fall, c'est-à-dire l'orgueil vient avant la chute, ou bien ça se dit en français, la roche tarpéienne est proche du Capitole, sauf que je peux très bien dire pride comes before a vote of impeachment, c'est-à-dire un vote de condamnation, et tout d'un coup je me rends compte que je n'étais pas en train de citer le proverbe, mais que je parlais de Clinton ou de Nixon. Et donc, mais vous voyez aussi ici que dans cette construction du sens jusqu'à un point de capiton avec un sens construit rétrospectivement, on entend plusieurs voix. On entend la voix canonique du proverbe, qu'on entend de façon de plus en plus insistante, et puis tout d'un coup on entend une autre voix qui est la voix qui exploite le proverbe et l'utilise. Et donc dans la première partie de l'œuvre de Lacan, il y a des choses pour lesquelles un philosophe du langage doit avoir beaucoup de sympathie. Alors ensuite, le Lacan métaphysique de la jouissance, et lorsque le concept de point de capiton fait partie du célèbre schéma en ouvre-bouteille, là j'avoue que je perds pied, et mon intérêt, enfin qui est un intérêt de linguiste, pas de psychanalyste, diminue.